L'exercice numéro 24 que je vous ai proposé de travailler est un exercice qui va contextuer l'algèbre linéaire dans le cadre des polynômes. Donc la difficulté de cet exercice réside quasi essentiellement dans la première question, où il s'agit de démontrer que l'application est une application linéaire. Alors, pourquoi ça? Déjà, on a une application qui est définie a priori sur R3 de x, donc qui a un polynôme P associé. Alors, on va regarder comment est défini. La difficulté de l'exercice, je vous ai dit, c'est la linéarité, puisque l'application phi n'est pas donnée explicitement. Je m'explique. On vous indique que phi de P est donné comme étant le reste. Donc le permet de dire que cette application est bien définie. Le reste, il n'y en a qu'un. Donc à P, j'associe bien un unique polynôme, le reste de la division euclidienne. Le reste de la division euclidienne du polynôme AP par le polynôme B. Donc du polynôme AP par le polynôme B. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, ici, je considère le polynôme AP, je pose la division euclidienne par le polynôme B, je vais obtenir un quotient et je vais obtenir un reste. Et bien c'est justement ce reste qu'on va appeler phi de P. Alors on peut déjà constater que le quotient et le reste étant uniques, comme je disais, l'application phi est bien définie, parce qu'un polynôme va avoir une unique image, mais en appliquant le théorème de la division euclidienne, on sait que AP va être égal à BQ plus justement R, ce qui correspond à ce phi de P, et n'oublions pas qu'on a une condition sur le reste. On sait que le degré du reste, donc le degré de phi de P, est strictement plus petit que le degré du polynôme B. Alors ici, le polynôme B, c'est le polynôme x4 moins x. Donc on récupère que le degré de phi de P est strictement plus petit que 4, donc inférieur ou égal à 3. Donc on vient déjà de démontrer que cette application, elle est bien à valeur dans R3 de x. Ça, c'est une application directe du théorème de la division euclidienne. Donc là, quand on regarde comment la fonction est définie, eh bien, on s'aperçoit déjà qu'on peut bien dire qu'elle a valeur dans R3 de x. Mais la difficulté va être de démontrer, je l'ai dit dès le début, la linéarité de cette application, puisque l'expression n'est pas explicite. Alors, on va faire ça. Donc, on va se donner alpha, bêta, deux nombres réels. On va se donner P et Q, deux polynômes. Donc, des polynômes de R3 de x. Et l'objectif, c'est de calculer phi de alpha p plus bêta q et de comparer ce polynôme-là à alpha phi de p plus bêta phi de q. Alors pour ça, il faut regarder ce qu'on sait de ce polynôme-là et savoir comment il est défini. Donc on a vu que cet objet-là est défini de manière unique par le théorème de la division euclidienne. Puisque je sais que ce polynôme-là est le reste de la division euclidienne du polynôme a alpha p plus bêta q par le polynôme b. Donc ça veut dire qu'il existe un unique quotient. Alors le quotient, je vais l'appeler t, tel que le polynôme qui est là va être égal à tb plus le reste. Le reste, on sait que c'est le polynôme qui est ici, c'est phi de alpha p plus bêta q. Voilà, donc votre polynôme qui est là, il est défini de façon unique par cette égalité et par le fait qu'il est bien de degré. Donc le degré de ce polynôme-là, de phi de alpha p plus bêta q, est de degré strictement plus petit que 4 ou inférieur ou égal à 3, ce qui est complètement équivalent puisque le degré d'un polynôme est un entier ou éventuellement moins l'infini. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce polynôme. Mais on peut constater que cette expression-là, on peut la réécrire. On peut la réécrire sous la forme alpha AP plus bêta AQ. Donc là, il y a quelque part une espèce de linéarité à exploiter. Ce qui me donne envie, puisque là je vois apparaître le polynôme AP et le polynôme AQ, de regarder ce que donne cette relation-là en appliquant la division euclidienne de AP par B et la division euclidienne de AQ par le polynôme B. Donc là, je peux dire qu'il existe un polynôme T1 appartenant à R de x, et il existe un polynôme T2 appartenant à R de x,
qui sont respectivement le reste de la première division euclidienne et le reste de la seconde division euclidienne, tels que le polynôme AP est égal à BT1 plus phi de P. Donc phi de P, c'est le reste de la division euclidienne de AP par le polynôme B. Donc, par théorème de la division euclidienne, je sais que phi de P est de degré inférieur ou égal à 3. Et de la même façon pour le polynôme AQ, si je pose la division euclidienne de AQ par B, je vais avoir une relation complètement analogue, toujours avec la condition sur le degré de phi de Q est inférieur ou égal à 3. Je vais maintenant me servir de ces deux relations-là, la relation 1 et la relation 2, pour pouvoir calculer ce terme-là différemment. Là, on voit tout de suite qu'en calculant alpha fois la relation 1 plus bêta fois la relation 2, on va réécrire le terme qui est ici. Donc quand je multiplie par alpha et par bêta cette relation et que je regroupe les têtes qui doivent, les polynômes qui doivent être regroupés, voilà ce que l'on obtient. Donc là, on a utilisé la vieille technique, on calcule de deux façons différentes un objet qui est unique. Alors effectivement, on peut bien dire que la relation qui est là, c'est la division euclidienne de ce polynôme par ce polynôme, puisque le polynôme qui est là est une combinaison linéaire de polynômes de R3 de x, donc c'est un polynôme de R3 de x, puisqu'on sait que R3 de x est un R espace vectoriel, donc il est stable par combinaison linéaire de ces éléments. Ce qui permet de dire que ça, c'est la division euclidienne de ce polynôme par B, mais ça, c'est aussi la division euclidienne de ce polynôme par B. Donc on récupère, et là c'est les mots importants qu'il faut absolument écrire dans une copie, on utilise un résultat d'unicité pour montrer une égalité. L'unicité est une machinerie à montrer l'égalité. Donc par unicité du reste, bon, en l'occurrence on a aussi l'unicité du quotient, mais ici elle ne nous intéresse pas, par unicité du reste de la division euclidienne, par unicité du reste de la division euclidienne de A alpha P plus bêta Q par le polynôme B, eh bien on peut dire que j'ai l'égalité entre le reste, qui est ici, et celui-là, c'est l'unicité des restes. Donc on s'aperçoit qu'il y a non seulement unicité des restes et unicité également des quotients, donc on voit que l'application quotient, elle est aussi linéaire. Hein. Mais bon, ici on ne nous le demande pas, ici ce qu'on utilise c'est les restes, donc on récupère bien que phi est une application linéaire définie sur R3 de x, et on l'a déjà précisé à valeur dans R3 de x, on vient donc de démontrer que phi est un endomorphisme de R3 de x. Donc là, la linéarité n'est pas triviale, et pour démontrer l'égalité entre ces deux objets, on utilise un théorème d'unicité, le théorème de la division euclidienne. Pour calculer la matrice de phi dans la base canonique de R3 de x, on va déjà écrire ce que c'est que la base canonique de R3 de x. R3 de x est un espace vectoriel de dimension 4, donc il a une base avec 4 éléments, et la base canonique de R3 de x, c'est cette base-là. La matrice, donc, dans la base canonique de l'application phi, c'est donc l'application suivante. J'écris donc en colonne les images des vecteurs de cette fameuse base canonique, que je vais décomposer dans cette même base canonique. Je travaille avec un endomorphisme, donc c'est la même base qu'on obtient au départ et à l'arrivée. Donc là, il va falloir calculer l'image des vecteurs de la base de départ. Donc il faut calculer phi de 1. Phi de 1, par définition, c'est le reste de la division euclidienne du polynôme a fois 1 par le polynôme b. Donc le polynôme a fois 1, c'est le polynôme a. Donc il faut poser la division euclidienne de x4 moins 1 par le polynôme x4 moins x. Alors il y va une fois. Là, on va retirer moins x4 plus x. Il va donc rester x moins 1. On va chercher maintenant l'image du polynôme x. L'image du polynôme x, c'est le reste de la division euclidienne de ax par le polynôme b. Quand je multiplie le polynôme a par x, je vais récupérer x à la puissance 5 moins x, et ça je dois le diviser par le polynôme b x4 moins 1. Je constate qu'il y va x fois, et donc je vais retirer ici x à la puissance 5 plus x au carré. Donc je récupère comme reste x carré moins x. Donc là, on récupère
phi de x. Ici, on a récupéré phi de 1. On continue notre calcul. Cette fois-ci, on fait la division euclidienne de x carré a, c'est-à-dire de x6 moins x carré par le polynôme x4 moins x. Il y va cette fois x carré fois, je retire x carré plus x3. Quand on fait la différence, on va récupérer x3 moins x carré. C'est l'image du polynôme x carré. Et on termine par le reste dans la division euclidienne de x puissance 7 moins x à la puissance 3 par x4 moins x. Ici, il y va x3 fois. Donc là, on va retirer moins x7 plus x4. Donc là, il nous reste x4 moins x3. Mais la division se poursuit puisque le polynôme qu'on obtient n'est pas de degré strictement plus petit que b. Ici, il y va une fois. On retire moins x4 et on rajoute x. Et on récupère x moins x au cube, qui est phi de x cube. Maintenant qu'on a calculé les images des vecteurs de la base, on est capable de calculer la matrice, puisqu'il s'agit simplement d'écrire les coordonnées des images des vecteurs de base dans la base canonique. Donc phi de 1, ici, c'est coordonnées par rapport au polynôme constant, c'est donc moins 1, par rapport à x, c'est 1, par rapport à x carré et x cube, c'est 0. Phi de x, c'est coordonnées par rapport à 1, c'est 0, par rapport à x, moins 1, x carré 1, puis 0. Phi de x carré, il est ici. Donc ses coordonnées, c'est 0, 0 par rapport à x, moins 1 par rapport à x carré, 1 par rapport à x cube. Et enfin, phi de x cube, c'est 0 par rapport à 1, 1 par rapport à x, 0 et moins 1 par rapport à x et x cube. Il n'y a pas de coordonnées en x carré. Enfin, si, il y a une coordonnée, mais pardon, elle est nulle. Donc voilà la matrice de phi dans la base canonique de R3. Alors on peut directement enchaîner avec la question numéro 3, où il est question de déterminer une base du noyau de phi et de l'image de phi. Donc là c'est parti. Donc question 3, on va faire un peu de place. Hop. Alors, pour le noyau de phi, ou pour l'image de phi, la technique, je vous l'ai dit, ça serait plutôt de déterminer le rang de la matrice. Et le rang de cette matrice va nous permettre de déterminer la dimension de l'image, donc la dimension du noyau. Et ça va considérablement faciliter les choses. Alors, cette matrice, son rang, est-ce qu'on peut le déterminer de tête? Alors oui, effectivement, on peut, mais je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne idée. Donc, je ne vais pas le faire de tête. En fait, on voit par lecture matricielle quand même quelque chose. Je ne sais pas si vous le voyez, mais quand je regarde les trois colonnes qui sont ici, qui représentent les images de ces trois vecteurs de base, on s'aperçoit que quand on additionne les trois colonnes qui sont ici, on obtient 0. Donc si vous additionnez ici phi de x plus phi de x carré plus phi de x cube, vous récupérez une colonne qui n'a que des zéros, donc vous récupérez la colonne du polynôme nul. Donc ça permet de faire d'une pierre deux coups, puisque vous récupérez par linéarité de phi un polynôme non nul qui est dans le noyau, puisque vous récupérez que x plus x carré plus x cube appartient au noyau de phi. Donc ça c'est déjà un premier point, ce qui permet de dire que le noyau de phi est de dimension supérieure ou égale à 1. Donc ça c'est déjà un premier point intéressant. Un deuxième point intéressant, c'est donné par la formule du rang. Donc d'après la formule du rang, on va pouvoir récupérer des informations sur l'image. D'après la formule du rang, on sait que la dimension de l'espace vectoriel de départ de phi, ici c'est R3 de x, est égale à la dimension du noyau de phi plus le rang de phi. Donc le rang de phi plus la dimension du noyau de phi, donc ça c'est la formule du rang. Et comme le noyau de phi est de dimension supérieure ou égale à 1, et lui vaut 4, on obtient que le rang de phi, il est inférieur ou égal à 3. Seulement, là, si vous regardez les trois polynômes que vous récupérez dans l'image, le polynôme phi de 1, phi de x et phi de x carré, ils sont à degrés échelonnés. Donc on peut dire que la famille phi de 1, phi de x carré, comme celui-là est de degré 1, celui-là de degré 2 et celui-là de degré 3,
est libre puisque à degré échelonné. Puisque à degré échelonné. Par conséquent, je sais déjà que comme cette famille est libre, comme cette famille de vecteurs est une famille de vecteurs de l'image de phi, je peux également dire que le rang de phi est supérieur ou égal à 3. Donc comme le rang de phi est plus grand que 3 et le rang de phi est plus petit que 3, on en déduit donc que le rang de phi est égal à 3. Mais pas que. La famille qui est ici est une famille libre constituée de 3 vecteurs dans un espace de dimension 3. C'est donc une base. Donc comme cette famille est libre et possède 3 vecteurs en dimension 3, on récupère que phi de 1, phi de x, phi de x2 est une base de l'image de phi. Alors c'est d'autant plus cohérent, j'aime bien voir la cohérence avec ce qu'on a trouvé pour le noyau, c'est bien cohérent que le vecteur phi de x cube, on puisse le supprimer de la famille génératrice de l'image, puisque cette relation-là nous enseignait que phi de x cube s'écrivait comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là, puisque c'est l'opposé de phi de x moins l'opposé de phi de x carré. Donc on pouvait de toute façon, avec ce qu'on avait remarqué ici, le supprimer de notre système générateur. Donc on récupérait le résultat en travaillant avec la relation-là et avec le noyau. Et ça permet de conclure, puisque comme maintenant le rang de phi est égal à 3, la dimension du noyau de phi est égale à 1, or on a trouvé un vecteur non nul dans le noyau. Ce vecteur constitue donc une famille libre à un élément dans un espace de dimension 1. On vient donc de déterminer que le noyau de phi, c'est l'espace vectoriel engendré par le polynôme qu'on a trouvé dans le noyau, x plus x carré plus x cube. Alors ce qu'il y a de remarquable dans cet exercice, hormis le fait qu'on a travaillé avec des polynômes dans le sens où on travaille avec des polynômes déjà, mais finalement on a juste été amené à poser 4 divisions euclidiennes pour récupérer la matrice, mais après le calcul du noyau est un calcul qui est simplement sur les coordonnées, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu à travailler avec des propriétés propres au polynôme pour déterminer le noyau comme on aurait dû le faire en début d'année. On a tout simplement travaillé avec un phénomène qui est purement sur les coordonnées, en regardant les coordonnées des images des vecteurs de base et en analysant ce qui se passe sur la matrice. Alors bien sûr, il y en a qui ne vont pas être contents, qui vont me dire mais ouais, mais là vous avez vu que la somme de ces 3 colonnes était nulle, qu'est-ce qui se serait passé si on ne l'avait pas vu? Vous aviez toujours la possibilité de résoudre le noyau en échelonnant la matrice par ligne, puisqu'on sait qu'échelonner une matrice par ligne, ça permet de conserver le noyau. Donc je vais quand même le faire pour voir ce qu'on aurait pu faire si on avait déterminé le rang de la matrice. Donc je vais travailler avec des équivalences par ligne. Donc je vais me servir de ce terme-là comme pivot, donc moins 1, 0, 0, 0, qui est quand même une assez bonne ligne. Et cette ligne-là, je vais l'ajouter à la ligne qui est ici. Donc on va récupérer ici donc 0, moins 1, 0, 1. Et je ne touche pas aux autres lignes pour le moment. Je continue à échelonner par ligne. Pour chasser le 1 qui est ici, je vais additionner à cette ligne-là la ligne précédente. Donc ceci est équivalent par ligne à 0, moins 1, 0, 1. Ici, 0, 0, moins 1, 1. Moins 1, moins... Oh là là, il y a un souci. Il est là le souci. Ah oui, sinon la matrice était de rang 4. Et là, ça voulait dire que tout ce qu'on avait fait avant, c'était faux. Mais on sait que c'est juste. Et là, si j'additionne à cette ligne, j'obtiens une ligne qui est nulle. On récupère comme prévu le fait que cette matrice est de rang 3. Donc comme la matrice était de rang 3, on pouvait déjà dire que le rang c'était égal à 3, donc que l'image était de dimension 3, donc que le noyau était de dimension 1. Les matrices équivalentes par ligne ont le même noyau. Alors je ne sais pas si c'est plus visible ici, mais là on voit quand même que la somme de ces 3 colonnes, elle est très clairement nulle. Donc on obtenait de la même façon que la somme des colonnes qui étaient là était nulle, puisque les équivalences par ligne conservent le noyau, et on récupérait un petit peu plus facilement que ce polynôme était dans le noyau. Une dernière possibilité consistait à résoudre le système associé, c'est-à-dire on prend un vecteur qui est dans le noyau de cette matrice et on cherche les relations de dépendance linéaire, c'est-à-dire qu'on cherche effectivement quels sont les polynômes qui sont dans le noyau. Donc ça c'est une dernière possibilité
c'est de prendre un polynôme qui est dans le noyau et de raisonner matriciellement. Attention, quand on raisonne matriciellement, il faut bien prendre conscience qu'on est en train de manipuler des coordonnées. Donc si je prends P, un polynôme, si je considère la matrice de P dans la base canonique, eh bien c'est la matrice des coefficients. Donc les coefficients, ici, je vais les noter A, B, C, D. Le coefficient constant, le coefficient de x, le coefficient de x2, le coefficient de x3. Pour résoudre l'équation phi de P est égal à 0, on peut travailler matriciellement. Ce vecteur est nul si et seulement si sa matrice dans la base canonique, et attention là c'est la matrice d'un vecteur, est nulle. Et je sais que la matrice de phi de P, c'est la matrice de phi dans la base canonique fois la matrice de P, c'est-à-dire fois cette matrice-là, toujours dans la base canonique. Et donc on est ramené à un produit matriciel, le produit de la matrice A par le vecteur colonne que l'on trouve ici. Ça va nous ramener à la résolution d'un système. Quand on écrit le système associé, donc on va avoir la première ligne ici multipliée par la première colonne, donc on va récupérer que moins A est égal à 0. Ici, on va récupérer que A moins B plus C est égal à 0. Ici, on va récupérer que B moins C est égal à 0. Ici, on va récupérer que C moins D est égal à 0. Alors, ce système se résout tout de même très facilement, d'ailleurs sans la méthode de Gauss, puisqu'on voit ici que A est directement nul, donc que B va être égal à C, qu'on récupère ici et ici, et que C va être égal à D, qu'on peut aussi écrire D est égal à C. Donc on voit que A est égal à 0 et que le paramètre ici c'est C. Donc on récupère, alors là il faut faire attention parce qu'on travaille avec des polynômes, que le noyau de phi c'est quoi? Eh bien c'est l'ensemble des polynômes donc, qui ont ces coordonnées dans la base canonique. Donc le coefficient constant de ce polynôme c'est 0, puis ensuite les trois autres coefficients sont égaux à C. Donc c'est l'ensemble des polynômes de la forme Cx plus Cx carré plus Cx cube, où C est un nombre réel quelconque. On récupère donc que c'est C facteur de x plus x carré plus x cube, où C est un nombre réel quelconque. On récupère donc l'espace vectoriel engendré par un x plus x carré plus x cube. Donc on voit qu'en travaillant matriciellement et en résolvant le système, on arrive au même résultat. Il y a un danger absolu, faites très attention, c'est que quand vous prenez la matrice d'un vecteur, faites bien attention que ce que vous écrivez ici, ce sont les coordonnées du vecteur dans la base. Donc quand vous avez trouvé des conditions sur les coordonnées, il faut bien remonter à l'objet. Ici, on est en train de manipuler des polynômes, dont les coordonnées dans la base canonique sont A, B, C, D. Donc attention quand on raisonne matriciellement, après il faut restituer ce qu'on a établi sur les matrices en repassant dans l'espace vectoriel dans lequel on est en train de travailler, dans les polynômes. Et on obtient évidemment le même résultat par lecture matricielle et par résolution de système. Voilà pour cet exercice.